Le F-16 XL était un mélange fascinant entre l'un des chasseurs les plus célèbres de l'histoire, un démonstrateur technologique et une occasion manquée. Cet avion n'était pas simplement une variante de plus du F-16, c'était une réinterprétation profonde du concept original. General Dynamics a pris l'un des chasseurs légers les plus performants au monde et l'a transformé en une machine avec plus d'autonomie, plus de carburant interne, une charge utile supérieure et une aérodynamique conçue pour voler vite, loin et très chargé. Le F-16 XL est né à une époque où l'US Air Force était à la recherche d'un avion capable d'attaquer des cibles en profondeur, de pénétrer les défenses ennemies, de transporter une grande quantité d'armement et, en même temps, de se défendre sans toujours dépendre d'escorte. En d'autres termes, un remplaçant moderne du F-111 Aardvark, mais adapté aux nouvelles exigences de l'époque. Et il semblait étrange qu'un F-16 modifié puisse être la réponse. Ensuite, cet appareil a perdu le contrat face à ce qui deviendrait plus tard le F-15U Strike Eagle, et il n'est pas entré en production, bien que ces deux prototypes aient eu une seconde vie comme avion de recherche. Recherche de la NASA aidant à étudier le vol supersonique, l'écoulement laminaire et les technologies qui pourraient servir pour de futurs avions civils à grande vitesse. Nous allons découvrir cette histoire dans cette nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Mundo de Aviación. Le F-16 Firing Falcon original est né comme un chasseur léger, agile, relativement économique et très maniable. C'était le résultat d'une philosophie très claire. Tout ne devait pas être résolu avec de gros avions coûteux et lourds. Parfois, un chasseur de petite taille, avec un bon rapport poussée-poids, des commandes de vol électrique, une excellente visibilité et une grande capacité de manœuvre, pouvait être plus utile qu'une plateforme beaucoup plus complexe. Mais le succès du F-16 a également soulevé une question intéressante. Jusqu'où pouvait-on pousser ce concept? General Dynamics a commencé à étudier cette possibilité à la fin des années 70 et au début des années 80. Sous la direction de Harry Hilacker, l'un des pères du F-16 original, l'entreprise a exploré une idée très ambitieuse, utiliser la base du Firing Falcon pour créer un avion avec de meilleures performances en vol supersonique, une plus grande autonomie et une capacité de charge accrue. Le projet était lié au concept connu sous le nom de SCAMP, acronyme de Programme de manœuvre et de vol supercroisière. L'idée était d'étudier des formes d'ailes permettant de voler efficacement à des vitesses supersoniques, sans sacrifier complètement la maniabilité ni le comportement à basse vitesse. Ce point est important car on résume souvent le F-16 XL à un F-16 avec une aile delta différente, mais c'est réducteur. Son aile n'était pas un simple delta comme celle des Mirage ou des F-106, c'était une aile cranked arrow ou aile à flèche cassée. Cela signifie que le bord d'attaque avait différents angles de flèche, une section très inclinée vers l'avant et une autre moins inclinée vers l'extérieur. Cette géométrie cherchait à combiner le meilleur de plusieurs mondes, une bonne efficacité à haute vitesse, plus de portance, plus de volume interne pour le carburant et un comportement acceptable en régime subsonique et transsonique. De plus, cet aéronef n'avait pas de stabilisateur horizontal classique. Le tangage et le roulis étaient contrôlés par des surfaces mobiles au bord de fuite de l'aile, intégrées au système de contrôle de vol. C'était une réingénierie en profondeur de l'avion dans ce sens. Pour adapter cette nouvelle aile, le fuselage a également dû être modifié. Il a été allongé d'environ 1,42 mètres grâce à l'ajout de 2 sections supplémentaires. L'une a été placée à l'avant et l'autre à l'arrière, profitant de la construction modulaire du F-16. Cela a permis de mieux adapter la nouvelle aile, ses charges structurelles et la répartition aérodynamique de l'avion. Le résultat fut un appareil qui conservait en grande partie l'ADN visuel du F-16, mais qui en réalité avait une configuration assez différente. L'aile avait plus du double de la surface de celle d'un F-16 à standard. Cela impliquait plus de portance, de volume de carburant et d'espace pour les points d'emport. Des matériaux composites en graphite ont également été utilisés dans la structure de l'aile, ce qui a permis d'alléger la structure sur une surface qui, par sa taille et sa complexité, était inévitablement plus lourde que l'aile d'origine. Globalement, le XL était plus grand, plus lourd et bien plus performant en termes de charge et d'autonomie, mais il restait un avion monomoteur à un seul moteur, et il continuait d'utiliser la logique de base du F-16, promettant quelque chose de très tentant, offrir des capacités proches de celles d'un avion d'attaque en profondeur, mais en partant d'une plateforme beaucoup plus légère et moderne.
L'élément le plus important du F-16XL était son aile. Tout l'avion tournait autour de cette décision. En vol supersonique, une aile très en flèche réduit la traînée d'onde et améliore la consommation de carburant. Le comportement aérodynamique des ailes Delta classiques présente souvent des problèmes. Vitesse d'atterrissage élevée, traînée accrue dans certaines conditions et moins d'efficacité à basse vitesse ou en charge. La solution du XL cherchait un équilibre. La partie interne de l'aile, très en flèche, aidait à la vitesse, tandis que la partie externe, avec une flèche moindre, améliorait la portance et le contrôle. Cette énorme aile servait également de réservoir de carburant. Grâce au volume supplémentaire de l'aile et du fuselage allongé, le F-16XL pouvait emporter beaucoup plus de carburant interne qu'un F-16 conventionnel. C'était crucial, car pour les missions d'attaque en profondeur, les réservoirs externes sont toujours une solution imparfaite. Oui, ils augmentent l'autonomie, mais ils génèrent aussi beaucoup de traînées aérodynamiques, occupent des points d'emport et peuvent limiter la configuration de l'armement. Avec plus de carburant interne, le XL pouvait voler plus loin sans dépendre autant des réservoirs externes, et c'est pourquoi, en théorie, cela lui donnait un avantage tactique très important, atteindre l'objectif avec plus d'armement utile et une configuration aérodynamique plus propre. L'autre grand avantage était la charge utile. La surface alaire permettait d'incorporer de nombreux points d'emport. Selon la configuration proposée, cet aéronef pouvait compter jusqu'à 20 000 stations d'emport, bien que tous ne pouvaient pas être utilisés simultanément lors de n'importe quelle mission. C'est un détail important, le nombre maximal de points d'emport semble spectaculaire, mais en pratique, la configuration dépendait du type d'armement installé et de la manière dont les charges étaient réparties. Même ainsi, la capacité était bien supérieure à celle d'un F-16 standard. Le XL pouvait emporter une grande quantité de bombes conventionnelles, des missiles RR en bout d'aile et même des points d'emport semi-encastrés pour des missiles AIM-120 AMRAAM. Ce dernier point le rendait particulièrement intéressant, car l'AMRAAM représentait une nouvelle génération de combat au-delà de la portée visuelle. À l'époque, ce missile était nouveau pour les États-Unis. Dans un contexte où l'USAF commençait à penser de plus en plus à détecter, tirer et détruire avant d'entrer dans un combat rapproché, le F-16XL apparaissait comme une plateforme très avancée. Ce n'est pas seulement une question de charge à l'air, il fallait aussi emporter des armes avec une pénalité aérodynamique moindre. Un avion chargé par exemple de bombes perd généralement en vitesse, en portée et en maniabilité. Sur cet appareil, l'intégration de l'armement était conçue pour maintenir cette résistance aérodynamique relativement basse, même avec des charges externes supplémentaires. Il avait même une autre caractéristique, une certaine réduction de la signature radar, due à la géométrie même de l'avion. Il n'était évidemment pas furtif au sens moderne, ni n'avait vocation à être ce que sera plus tard le F-22, mais sa configuration offrait une signature moindre qu'un chasseur conventionnel armé extérieurement. General Dynamics a modifié 2 cellules de développement du F-16 pour construire les prototypes du XL. Le premier était un monoplace, dérivé du 5e F-16A de développement à l'échelle réelle. Cet avion a volé pour la première fois le 3 juillet 1982 avec le pilote d'essai James McKinney aux commandes. Il était équipé d'un moteur Platinum Winding F-Cent de la même famille que celui qui propulsait les premiers F-16. Le deuxième prototype était biplace. Ce deuxième avion a volé pour la première fois le 29 octobre 1982. Dans sa configuration initiale, il était associé à des moteurs General Electric de la famille F-Cent 10 et plus tard, lors d'une phase avec la NASA, il utilisera les F-Cent 10 GE 129, une version plus moderne. Ce sont les moteurs qui étaient également utilisés par les F-14D, la dernière version du Tomcat. L'existence d'un prototype monoplace et d'un autre biplace avait du sens au regard de ce que cette entreprise imaginait. Si l'avion entrait en production, il pouvait y avoir une version à un seul siège et une autre à 2 places. Elle convenait mieux aux missions complexes d'attaque, de navigation et d'emploi d'armement guidé. En fait, si l'appareil avait remporté le concours, les versions de production auraient pu recevoir les désignations F-16E et F. En termes de dimension, le F-16XL mesurait environ 16 mètres de long. Des centaines de vols ont été effectués pendant les essais. La maniabilité, le comportement en charge, les performances, la consommation, la stabilité et les caractéristiques aérodynamiques ont été évalués. Cet aéronef démontrait que l'idée fonctionnait, cependant, il devait encore affronter son épreuve la plus importante, rivaliser avec un adversaire bien plus grand, plus cher, mais aussi plus conservateur du point de vue de l'armée de l'air.
En mars 1981, l'armée de l'air des États-Unis a annoncé le programme ETF. L'objectif était de trouver une plateforme capable d'effectuer des missions d'attaque en profondeur, d'interdiction et de combat aérien, dans l'idée de remplacer progressivement le F-111 Aardvark. Le F-111 avait été une machine très importante pour l'USAF. Il pouvait voler vite, bas et très loin en transportant une charge considérable d'armement, mais c'était une conception d'une autre époque. L'USAF avait besoin de quelque chose de plus moderne, plus flexible et mieux adapté au scénario des années 80 et 90. C'est alors que General Dynamics a présenté le F-16 XL. McDonnell Douglas, de son côté, a présenté une variante du F-15 qui finirait par devenir le F-15 Strike Eagle. Elles incarnaient deux philosophies distinctes. Le F-16 XL était une transformation très profonde d'un chasseur léger misant sur cette nouvelle aile, plus de carburant interne, plus de points d'emport et une aérodynamique optimisée. C'était plus risqué, mais aussi très innovant. En revanche, le F-15E partait d'une plateforme bimoteur, grande, robuste et déjà très connue de l'USAF. C'est que le F-15 avait une excellente réputation en tant que chasseur de supériorité aérienne. Son adaptation à l'attaque en profondeur impliquait l'ajout d'une seconde place, d'une avionique d'attaque, la capacité d'intégrer des systèmes comme le Lantin et une structure préparée pour des missions air-sol de longue portée. Ce n'était pas une idée moins performante, mais c'était une évolution plus conservatrice du point de vue institutionnel. Pour l'armée de l'air, le F-15E offrait plusieurs avantages difficiles à ignorer. Équipé de 2 moteurs, il était apprécié pour les longues missions au-dessus du territoire ennemi et offrait plus d'espace pour l'avionique, le carburant et les systèmes. Et surtout, il impliquait moins de risques de développement, comparé à la mise en production du F-16 XL qui, bien que dérivé du F-16, comportait des changements structurels et aérodynamiques très importants, presque comme concevoir un avion à partir de zéro. En février 1984, l'USAF a finalement choisi le F-15E et le F-16 XL a perdu la compétition. Cela ne signifiait pas que c'était un mauvais avion. De nombreuses analyses affirment même que c'était une plateforme très prometteuse, mais dans les programmes militaires, la meilleure solution technique ne l'emporte pas toujours. Parfois, offrir moins de risques, une plus grande capacité d'évolution et s'intégrer à la structure existante est préférable. Quoi qu'il en soit, le F-15E s'est finalement avéré être un choix réussi. Il est devenu l'un des meilleurs chasseurs bombardiers de sa génération, avec une carrière opérationnelle extraordinaire jusqu'à aujourd'hui, où il continue d'être utilisé avec succès. Le F-16 XL était en avance sur une tendance qui deviendrait plus tard la norme. Pour concevoir un chasseur bombardier, on ajoutait missiles longue portée, capteurs, navigation précise et armement air-sol à des plateformes multirôles. Mais cette même ambition jouait contre lui. Il fallait fabriquer une structure très différente de celle du F-16 XL existant, avec de nouveaux systèmes d'intégration et une ligne de production adaptée. Ce n'était pas impossible, mais cela demandait beaucoup de temps, d'argent et de risques. Dans les années 80, avec d'autres programmes énormes en cours, y compris les études qui finiraient par mener à l'ATF ou Advanced Tactical Fighter et au F-22 Raptor, l'USAF ne semblait pas prête à prendre ce risque alors qu'elle avait en face d'elle une option aussi robuste que le F-15E. Après avoir perdu le concours, les 2 prototypes du XL ont été stockés. Cela semblait être la fin de l'histoire, mais en 1988, la NASA a reçu les 2 prototypes du XL et leur a donné une nouvelle mission. Ils ne seraient plus des chasseurs bombardiers, mais serviraient de laboratoire volant. La NASA s'intéressait à l'étude de l'écoulement laminaire sur des ailes en flèche pendant le vol supersonique soutenu. L'écoulement laminaire, expliqué simplement, est un flux d'air plus ordonné et plus doux sur les surfaces de l'aile. Lorsque l'écoulement devient turbulent, la résistance augmente et l'avion consomme plus de carburant. Si l'on parvenait à maintenir l'écoulement laminaire sur une partie importante de l'aile, surtout lors de vols supersoniques, cela pouvait être utile pour les futurs avions de transport civil à grande vitesse. Cet aéronef était idéal pour ces essais, car son aile en flèche brisée ressemblait plus aux formes prévues pour les futurs avions supersoniques que les ailes classiques des autres chasseurs, moins efficaces. La NASA a installé sur les ailes des sections expérimentales appelées gloves, soit des gants aérodynamiques en français. Certaines étaient passives, conçues pour modifier soigneusement la forme de la surface, et d'autres étaient actives, utilisant de petits orifices percés au laser pour aspirer une partie de la couche limite de l'air au-dessus de l'aile.
Sur le deuxième F-16 XL, la NASA est même allée jusqu'à installer une section comportant des millions de minuscules orifices et un système d'aspiration contrôlé depuis le cockpit arrière. L'objectif était d'étudier le comportement de l'écoulement de l'air, l'apparition de la turbulence et la possibilité d'appliquer cette technologie à des avions bien plus grands. Cet appareil a également participé à des études sur le bang sonique, y compris lors de campagnes en lien avec le SR-71 Blackbeard. Pour la NASA, ces vols faisaient partie d'une préoccupation plus large, concevoir de futurs avions supersoniques qui seraient plus efficaces, moins coûteux à exploiter et peut-être moins problématiques en raison du bruit du bang sonique. Au final, ces appareils ont apporté des données précieuses à la science aérodynamique, ce qui leur a finalement conféré une importance différente. Finalement, ce ne fut pas un succès militaire, mais il le fut comme démonstrateur de technologies avancées. Au-delà des chiffres, l'intérêt résidait dans sa façon de voler. Les pilotes notaient le comportement souple de l'avion à grande vitesse et basse altitude. Cette grande aile offrait également une capacité de portance remarquable, et le système de commande de vol électrique du F-16 aidait à gérer une configuration qui, sur d'autres avions plus conventionnels, aurait pu être bien plus difficile à contrôler. Le F-16 XL a montré qu'une cellule dérivée du Firing Falcon pouvait être transformée en quelque chose de bien plus ambitieux. Il a démontré qu'une aile Allen Delta à flèche brisée pouvait offrir une combinaison très attrayante d'autonomie, de charge, de vitesse et de maniabilité. Il a également exploré des solutions d'intégration de l'armement visant à réduire la pénalité aérodynamique et, plus tard, avec la NASA, il a contribué à étudier des problèmes fondamentaux du vol supersonique. Il nous a aussi donné une leçon sur la prise de décision en aviation militaire. Un avion peut être brillant et pourtant ne pas être choisi. Il pouvait offrir une solution plus élégante, plus avancée ou plus efficace, mais perdre face à une option considérée comme moins risquée. Au final, avec le temps, la décision d'avoir choisi le F-15E a largement justifié le succès opérationnel de cet appareil. Mais le F-16 XL reste fascinant car il représente une voie alternative. Si vous êtes comme moi, ces appareils nous plaisent car ils osent faire différemment. Au final, le General Dynamics F-16 XL a été bien plus qu'une curiosité. C'était une tentative sérieuse de pousser le F-16 vers un territoire complètement nouveau. Il est né comme une exploration aérodynamique et il est devenu un candidat pour remplacer le F-111. Il a perdu face au F-15E et a fini par servir de laboratoire supersonique à la NASA. C'est une histoire qui combine l'ingénierie, l'ambition, la politique de défense et la science aéronautique. Et c'est peut-être pour cela qu'elle continue de nous intriguer autant. Merci. J'espère que cela vous a plu. À la prochaine. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.